Merci. C'est une très belle introduction. Euh, Bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'être avec vous aujourd'hui. J'étais pas là hier, mais j'ai regardé en live stream et donc du coup j'ai vu qu'il y avait des, euh, des interventions extrêmement variées, des échanges super intéressants aussi. Euh, je vais dire deux mots parce que j'ai cru comprendre que c'est ce qui se faisait visiblement sur qui je suis. Moi en fait. J'étais ce matin à la chorale de mes enfants. Donc j'ai des enfants, j'ai deux enfants et je remercie d'avoir pu passer à cette heure-là et pas plus tôt parce que sinon ça aurait généré énormément de culpabilité pour la mère que je suis. Donc j'ai vu la chorale qui parlait et qui chantait énormément de trucs autour de la planète, donc ça m'a donné de l'espoir. Et à part ça, je suis docteur en sciences. J'ai travaillé pendant quelques années dans la recherche sur les végétaux. Et puis après, j'ai décidé de rentrer dans le monde de l'agroalimentaire. J'ai eu la chance de toujours travailler en développement durable. Donc je suis une sustainable native, si on peut dire. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant. Et j'ai essayé différents modèles d'entreprise dans l'agroalimentaire. J'ai commencé chez Mondelez International, où je travaillais sur la création d'une nouvelle filière blé, avec des enjeux environnementaux et aussi de business model, avec toute la filière. J'y suis restée 7 ans. J'ai travaillé ensuite chez Tereos, groupe coopératif international. Intéressant aussi de voir la gouvernance de ce type d'organisation. Et enfin, depuis un peu plus de 4 ans, je suis au niveau du groupe Bell, où je suis directrice du développement durable, dans ce joli groupe qui est un groupe familial. Donc là aussi, une nouvelle façon assez intéressante quand on fait du développement durable, de travailler sur le long terme avec des engagements importants. Ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était non pas tout ce qu'on fait en termes de développement durable, non pas non plus rentrer dans tout le détail de comment on adresse le sujet de la crise climatique, mais vraiment de faire un focus sur la façon dont on a commencé à travailler pour faire en sorte que ce sujet de la crise climatique, il ne soit pas uniquement géré par ma petite équipe à moi, mais qu'il vienne un sujet pour l'ensemble des collaborateurs du groupe. Et c'est vraiment ça qu'on se doit de faire. Donc on a démarré, il nous reste encore beaucoup de choses à faire, parce qu'on pense que c'est la seule façon de pouvoir faire face aux défis qui nous attendent et à l'urgence climatique. Donc c'est ça, je vais vous parler de ça aujourd'hui. Je voulais juste redire rapidement qui était le groupe Bell, parce que peut-être que vous ne connaissez pas comme ça tout de suite, mais je suis sûre que vous connaissez nos marques. Donc le groupe Bell, c'est 150 ans d'histoire, donc ça fait longtemps, on est passé par plein de crises ou de belles périodes. C'est un groupe familial, là c'est toujours la 5e génération de la famille Bell qui est aux commandes du groupe. Et puis si vous ne connaissez pas le groupe Bell, pas de doute que vous connaissez certainement quelques-unes de nos marques. Vous en avez ici quelques-unes, la vache qui rit, Babybel, Kiri, Boursin. Et puis plus récemment, peut-être ça vous ne l'avez pas en tête, on est aussi sur le territoire fruitier avec Mom, Materne, Montblanc, Go-Go Squeeze aux États-Unis par exemple. Et un peu la nouveauté depuis un peu plus d'1 an maintenant, c'est qu'on se développe aussi sur le territoire du végétal, en plus du fruit, puisqu'on a développé, on a lancé une nouvelle marque qui est 100% végétale, et également on s'autorise à mélanger du laitier, par exemple avec de la vache qui rit, des fromages fondus, et aussi du végétal avec par exemple des purées de pois chiches ou de haricots rouges, etc. Donc on a cette gamme-là, on est spécialisé dans la portion, et puis on a, et je ne vais pas rentrer dans tout le détail, une stratégie développement durable qui va de la ferme à l'assiette avec les 5 piliers que vous voyez ici, qui sont assez classiques si je puis dire, mais je vais venir vous en dire un tout petit peu plus. Alors d'où on vient en termes de développement durable, on a la chance d'avoir un président, Antoine Fiévet, qui a des convictions très fortes sur ce sujet-là et qui a décidé dès 2003, donc ça fait un peu plus, enfin, ça va faire 20 ans prochainement, de se lancer, si je puis dire. Donc en 2003, pour une entreprise de notre taille, une entreprise familiale, lorsqu'on a décidé de rejoindre le Global Compact des Nations Unies, ce qui peut paraître être quelque chose d'assez standard maintenant, si je puis dire, c'était quand même assez innovant, si je puis dire, ou nouveau, de le faire de manière volontaire. Et ça nous a quand même permis de commencer à travailler sur nos impacts, à définir nos plans d'action, etc. Et ça nous oblige aussi, quand on fait partie du Global Compact des Nations Unies, à reporter chaque année notre démarche de progrès, là où on en est, ce qu'on réussit à faire, ce qu'on ne réussit pas à faire, etc. Et on continue de le faire chaque année, bien sûr. Ce que ça nous a permis de faire, c'était quand même d'abord, à cette époque-là, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, on ne parlait pas du développement durable tout à fait de la même manière, avec la même dimension que maintenant. Et donc on était quand même sur des approches qui étaient, il faut se le dire, un peu plus réglementaires et peut-être un peu plus limitées à nos périmètres de responsabilité directe,
Toutefois, ça nous a permis de travailler et de commencer sur la réduction des consommations d'énergie dans nos usines, sur nos recettes bien évidemment, mais on peut se le dire, à cette époque-là, une approche qui était un peu plus auto-centrée, qu'on a rapidement fait évoluer en assumant que notre responsabilité ne pouvait pas s'arrêter aux portes de nos usines, comme le disent de très nombreux directeurs de RSE, et qu'on avait une responsabilité vraiment de la ferme à l'assiette, et que oui, même si nous n'étions pas une coopérative, nous avions le droit, voire la responsabilité, bien sûr, d'aller travailler avec les éleveurs auprès desquels on collecte du lait et de les accompagner en se disant qu'est-ce que mangent les vaches ? Est-ce qu'il y en a une partie qui vient du bout du monde ? Quel est l'impact de, par exemple, les tourteaux de soja qui peuvent être donnés aux vaches dans certaines régions, etc. Et donc, on a assumé à ce moment-là aussi une stratégie RSE, non pas uniquement sur notre périmètre de responsabilité directe, mais beaucoup plus large que ça. Alors là, vous voyez quelques étapes clés. Évidemment, entre 2003 et 2017, on n'a pas rien fait. On a fait plein de choses, mais je n'ai pas 2 heures devant moi pour vous raconter tout ça. Ce qui s'est passé en 2017, c'est plusieurs choses. Donc, c'est la première chose, c'est de se dire on assume que il faut qu'on pose des objectifs de la ferme à l'assiette chiffrés, une ambition à horizon 2025, que ce soit sur l'agriculture responsable, que ce soit sur donc l'alimentation des vaches, les emballages, les émissions CO2, etc. Et c'est le moment aussi où, dans le fond, j'ai entendu dire que hier et peut-être un peu plus tôt ce matin, il y a eu pas mal de discussions autour de quand est-ce qu'on doit communiquer ou pas communiquer. Nous, c'est un peu le moment où on s'est dit la communication vis-à-vis du consommateur, elle n'existe pas trop. On fait tout un tas de choses bien déjà. On a déjà des résultats concrets, mais finalement, on ne les fait pas trop savoir auprès du consommateur. Je donne une anecdote personnelle, mais c'est le moment où j'ai été recrutée chez Bell et j'ai passé du temps, évidemment, pour préparer mes entretiens à regarder ce que faisait le groupe, son engagement est-il sincère, que font-ils précisément. Je suis allée sur le site internet, j'ai vu énormément d'informations, c'était très robuste, crédible, et puis après je suis allée dans les magasins pour me faire ma petite idée de quelle façon est-ce qu'on le racontait dans les marques. Et là, il y avait très peu de choses. Et donc là, c'est le moment aussi, en 2017, où on s'est dit, fort de tout ce qu'on a déjà réalisé, il est quand même grand temps de pouvoir le valoriser auprès du consommateur. Donc c'est plus nouveau, si on peut dire, culturellement chez Bell, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on a accéléré. C'est aussi le moment où, et ça va faire le pont avec ce que je vais dire après, c'est aussi le moment où l'équipe trésorerie, avec qui je n'avais pas vraiment de relation jusqu'à présent, m'a appelé et m'a dit, on a une idée, on voudrait intégrer des critères extra-financiers dans notre financement de ligne de crédit 2017. Je me suis dit, ah oui, je ne sais pas trop bien comment ça va marcher, je ne comprends pas très bien ce qu'il raconte la trésorerie, mais donc essayons, et c'est le moment où on a été une des premières entreprises, la première entreprise du secteur laitier, à intégrer des critères extra-financiers dans notre ligne de crédit, et on continue à le faire. Donc on avait fait déjà tout ça, mais dans le fond, le constat qu'on faisait, c'était que on avait des engagements qui étaient très animés, très leadés par le département de développement durable et par les équipes environnement, par exemple. Mais dans le fond, on a 11 500 collaborateurs et notre enjeu, c'était de se dire comment est-ce que vraiment on arrive à faire en sorte que ces enjeux de responsabilité ne sont pas la seule question et le seul souci de mon département ou de celui de l'environnement, mais que ça devient une question pour l'ensemble des collaborateurs. Parce que imaginez la puissance qu'on peut avoir pour faire face à tous les défis qui nous attendent s'il y a 11 500 collaborateurs qui s'y mettent et non pas 5 dans mon équipe. Donc on s'est dit, l'enjeu, ça va être plusieurs étapes de suite et c'est ça que j'aimerais vous présenter pour vous dire ce qu'on a fait et ce qu'il nous reste à faire, bien sûr. Alors la première chose qu'on a faite en 2019, avant 2019, le groupe Bell, il avait une tagline, je ne sais pas comment on dit en français, je ne sais pas d'ailleurs si c'est exactement le mot, mais en tout cas, il avait un espèce de cri de ralliement, c'était « du sourire à partager ». Et l'équipe RSE avait, elle, mis en place aussi un nom pour la démarche RSE qui s'appelait « Chaque portion nous engage ». Donc, clairement, on avait d'un côté le groupe Bell, du sourire à partager, et de l'autre, une approche RSE. C'était la preuve quand même assez forte, même visuellement et symboliquement, qu'on avait quand même d'un côté une stratégie d'entreprise et de l'autre, une stratégie de développement durable. Donc le choix qui a été fait, qui peut sembler peut-être comme ça un exercice
purement de communication, mais croyez-moi, il est beaucoup plus que ça. C'est aussi un exercice de communication qui a été très bien réalisé par les équipes de communication corporate, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de travailler sur notre mission, de travailler sur notre logo, de travailler sur notre cri de ralliement, et d'arriver à se dire, bah voilà, notre mission, c'est d'offrir une alimentation plus saine et responsable pour tous, et dans le fond, on va le mettre autour de ce cri de ralliement, si je puis dire, ou de ce logo, qui est Bell for all for good. Donc c'est un bel exercice de communication, mais au-delà de ça, quand on dit ça en externe et quand on dit ça en interne, on crée une sorte d'attente, c'est une espèce de contrat, c'est un engagement et on ne peut pas revenir en arrière. Donc ça nous met une sorte de pression que je pense, de mon côté, en tant que directrice RSE, est une pression très positive. Et surtout, c'est aussi symboliquement, comme on le disait, on remet au cœur de la stratégie de l'entreprise la stratégie de développement durable. Il n'y a pas deux logos ou deux slogans qui coexistent. On met les deux ensemble. Donc ça a été une étape importante et surtout ce qu'on en a fait, c'est qu'en interne, on a décidé de choisir la Journée mondiale de l'alimentation et on a mis en place tout un tas non seulement de communication dans tous les pays où on est implanté, mais aussi des actions très concrètes en termes de solidarité, etc., pour faire en sorte que ce ne soit pas juste un exercice de communication, mais que les gens commencent à le vivre et à ressentir ce que ça voulait dire de claimer, si je puis dire, Bell for all for good. Ensuite, une autre étape qui a été très importante en 2020, c'est le fait de se dire qu'on a la conviction que pour faire face à tous ces enjeux qui sont devant nous, que ce soit la crise climatique, les enjeux sociaux, sociétaux, démographiques, une entreprise comme la nôtre, parce que c'est un groupe familial, on a la chance de pouvoir vraiment travailler sur le long terme, on ne doit pas regarder le business au mois le mois, et c'est une chance. Et la conviction qu'on a, c'est de se dire qu'il faut qu'on soit à la fois profitable et responsable. Parce que oui, on a besoin d'une certaine profitabilité pour pouvoir investir dans des projets de développement durable qui sont un certain investissement. Et la conviction qu'on a aussi, c'est que c'est un cercle vertueux et que c'est en étant responsable qu'on va avoir la préférence du consommateur, qu'on va convaincre les investisseurs de nous soutenir par exemple, qu'on va avoir la distribution, on va pouvoir répondre aux attentes de la distribution, etc. Donc cette conviction forte-là, on l'avait depuis longtemps, on la pose, mais surtout à ce moment-là, on se dit, c'est bien d'avoir cette conviction, mais dans le fond, comment la rendre concrète? Le choix qu'on a fait nous en 2020, c'est de se dire qu'on allait créer un seul et même département qui allait conjuguer la finance et la RSE, et qui s'appelle le département de l'impact. Donc la personne que vous voyez ici, c'est Frédéric Médard. Quand il est arrivé dans le groupe Bell, il était CFO, terminé, il n'y a plus de CFO. Il est Chief Impact Officer et il a sous sa responsabilité et dans son équipe, les gens ont la responsabilité de regarder les indicateurs financiers, ils savent super bien le faire, et les indicateurs extra-financiers, et on y travaille. On a fait ce choix-là, et comme j'ai cru comprendre que dans cette salle, on pouvait se dire les choses de manière très transparente, moi j'avais la conviction avant, de par mes 15 ans d'expérience dans le développement durable, j'avais parfois reporté à la direction de communication, parfois la direction des opérations, les achats, parfois le marketing, les RH, j'avais fait plein de directions différentes. Et en fait, je me disais, c'est pas très grave. Dans le fond, si j'ai une bonne équipe et que je suis dans un groupe qui y croit vraiment, peu importe à qui on reporte, c'est pas très grave, on arrive à faire les choses. Alors, c'était pas complètement vrai, mais c'était pas complètement faux non plus. C'est-à-dire qu'évidemment, si on est dans une boîte qui croit vraiment, avec des engagements sincères, on peut faire avancer les choses si on nous donne les moyens. Mais n'empêche que ça dit quand même quelque chose de où est-ce qu'on veut emmener la responsabilité de l'entreprise en fonction de là où elle reporte. Et quand on m'a dit, tu intègres la direction de la finance, parce qu'au début j'ai un peu compris ça comme ça, honnêtement, j'étais un peu inquiète. Je me suis demandé ce que ça allait vouloir dire. Je me suis dit, on va devoir mettre des chiffres partout dans le développement durable. Moi, la trésorerie, il m'avait parlé 3 ans avant, très sympa, mais sinon les autres à la finance, je les connais pas trop et c'est pas trop mon monde. On parle pas le même langage. Je suis pas fluente en finance, moi. Hein. Et puis la finance, je suis pas tout à fait certaine qu'il soit fluente en RSE. Donc j'avais plutôt de l'inquiétude. Ce que j'ai rapidement compris, c'est que c'était pas la RSE qui allait reporter à la finance, c'est qu'on allait créer un pôle où l'enjeu, c'était de faire en sorte que tout le monde regarde avec le même niveau d'exigence les critères financiers et les critères extra-financiers. Et du coup, on allait vraiment devenir des partenaires, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de réaliser pour tous les financiers du groupe. Où on se dit que le financier a toujours été à l'origine de tout un tas de transformations. Son métier n'a cessé d'évoluer. Il était avant un peu juste en train, enfin, j'exagère, j'espère qu'il ne m'écoute pas, en train de regarder les comptes,
Bon, après, il est devenu un peu plus le business partner. Là, on se dit vraiment, il n'y a plus de CFO chez Bell, il y a des Chief Impact Officers. Donc ça, c'est la première chose qu'on a faite et qui a été très transformante. Alors, c'était en 2020, hein, donc on est encore en train d'apprendre à se connaître. Je commence à parler très, très régulièrement avec toutes les équipes finance, bien évidemment. On s'est auto-formé et auto-sensibilisé. Et je vais y revenir après. On voit déjà des choses très concrètes qui nous aident dans ce sens-là. Donc, j'étais un peu inquiète de ce que ça allait donner. Et finalement, ça a changé, en tout cas fait évoluer ma conviction. C'est-à-dire que oui, ça veut dire quelque chose. Le département auquel la RSE reporte ou auquel elle est intégrée. Et nous, ça nous a vraiment permis de faire avancer les choses. Et oui, parce qu'on est convaincu que les cordons de la bourse, ils sont au niveau des Chief Impact Officers. Du coup, ça fonctionne et ça avance beaucoup plus vite. On est très pris au sérieux. Ils sont très pris au sérieux et on est très pris au sérieux. Alors du coup, ce que ça nous a permis de faire, c'est, parce que les financiers, ils font des matrices, ils regardent tout un tas de chiffres, etc. Et donc du coup, ce que ça nous a permis de faire ensemble, c'est de travailler sur des matrices d'évaluation du développement durable, de la RSE. Donc on a regardé sur nos 5 piliers de la ferme à l'assiette. Voilà, on a mis en place des critères d'évaluation. Et depuis ce temps-là, du coup, depuis 2 ans maintenant, on évalue pour tous nos investissements, pour toutes nos innovations, pour toutes nos rénovations. On regarde évidemment les critères financiers, comme ils savent très bien le faire, etc. Et en plus de ça, ils regardent, avec notre aide aussi, les critères extra-financiers. Et ça nous permet d'abord d'avoir des discussions dans toutes les instances de décision. Donc, je suis au comité d'investissement du groupe Bell. C'est pas moi qui porte la RSE, c'est le chef de projet qui vient présenter les éléments financiers et les éléments extra-financiers et on échange tous ensemble. Alors parfois c'est facile, on se le dit, hein, quand on investit sur une nouvelle ligne plus moderne, etc., qui va permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire, qui va réduire les émissions carbone, ou si on travaille sur de la biomasse, etc., il y a des choses qui sont assez évidentes et qui convergent facilement. Ça a un certain coût, mais ça a un vrai impact en termes d'empreinte environnementale. Parfois, il faut aller un cran plus loin, aller chercher un petit peu plus d'informations. Mais l'important pour nous, là, c'est de se dire on a ces moments d'échange et de discussion. Il y a une deuxième chose qu'on a faite. Alors là, hier, tout le monde en a parlé, ce matin aussi. Pour nous, c'était aussi important d'avoir... donc déjà, ces enjeux de gouvernance, hein, c'est la première chose dont je vous ai parlé, de commencer à instaurer des moments de discussion avec de l'évaluation des critères extra-financiers partout où on le peut. Et c'était important aussi de se fixer une ambition claire et que tout le monde connaisse. Donc, pas des trucs dans tous les sens, trop compliqués, que seuls les experts environnement sont capables de comprendre. Quelque chose d'assez simple. On avait rejoint Science Based Targets Initiative, vous en avez beaucoup parlé, donc tout le monde sait ce que c'est, en 2017. Quand on a rejoint Science Based Targets en 2017, il nous a fallu 2 ans pour réussir à faire valider, donc on était pile poil, nos objectifs de réduction, qui à l'époque étaient quand même très concentrés sur nos usines, qui ne représentent qu'une petite part de nos émissions carbone. Et on avait moins d'efforts à faire sur notre scope 3, qui est évidemment très très important quand on est comme nous, encore historiquement et très majoritairement du lait égale des vaches égale du méthane. Donc 2017, on s'engage dans Science Based Targets. On travaille beaucoup, on finit par faire valider notre trajectoire en ligne avec les 2 degrés, avec quand même si ça a été validé, un focus plus fort sur nos usines. On se dit, en fait, c'est pas possible, là, tout le monde nous le dit, les experts du climat, tout le monde accélère, c'est pas possible, à 2 degrés avec un focus sur une petite partie, ça marche pas, il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Évidemment, on avait commencé à travailler aussi avec nos éleveurs laitiers et autres, hein, mais on se dit, on peut plus être sur une trajectoire de 2 degrés. Donc on travaille et on se dit, on va aller viser une trajectoire 1,5 degrés. Là, fort de tout ce qu'on avait fait avant, de commencer à outiller un peu les équipes, etc., on arrive à le faire en 2 mois. 2 ans versus 2 mois. Donc ça, on a réussi à le faire assez rapidement et on a fait valider nos objectifs en ligne avec la trajectoire 1,5 degrés. Ça, c'est important parce que, encore une fois, j'avais des discussions pendant le café sur quand est-ce qu'il faut communiquer, pas communiquer. Évidemment, quand on s'engage sur une trajectoire de 1,5 degrés, je ne vais pas vous mentir, hein, on n'a pas tous les leviers dans la main. Hein. Moi, je n'ai pas le plan d'action jusqu'à 2035 pour savoir comment on va y arriver. On a les premiers plans d'action sur 5 ans. Et après, il y a des choses, on ne sait pas trop. Mais c'est important pour nous de l'annoncer et en interne et en externe, parce que d'un certain côté, ça met une sorte de pression positive aussi. Et
le point qui a été important pour réussir à faire ça et de le faire rapidement, plus rapidement que la première fois, évidemment on était beaucoup plus outillés sur notre capacité à mesurer notre empreinte carbone, mais l'autre chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment passer d'un focus qui était très fort sur nos usines, notre périmètre de responsabilité directe, à un engagement scope 1, scope 2, scope 3, c'est ce qu'on a fait là. Et donc ça c'est plus compliqué en termes de transformation et de changement auprès des collaborateurs. Parce que, comme tout le monde ici, quand un scope 3 représente 96% de votre empreinte, c'est qu'il va falloir aller travailler pour convaincre les fournisseurs, les éleveurs et tout un tas de gens d'y aller avec nous. Donc c'est quand même très très engageant, c'est un petit peu moins under control, quoi, si je puis dire. Donc ça a été le premier point assez important en termes de transformation. Le deuxième, c'est qu'on s'est dit qu'on allait arrêter de parler qu'en tonnes de produits, des tonnes de CO2 par tonne de produits, de parler en intensité. Évidemment, c'est important au niveau du marketing, c'est très important pour que quelqu'un qui travaille sur Vache qui rit ou sur Babybel il puisse se comparer, etc. C'est important pour lui, très bien. Mais notre responsabilité, c'est pas de nous cacher derrière de la croissance. Notre responsabilité, c'est de dire que si on fait beaucoup de croissance et qu'on regarde juste en tonnes de produits, on peut se dire bon bah c'est bon, tout va bien. Non. En fait, il faut qu'on regarde en absolu, il n'y a plus de question là-dessus. Si on continue, si on fait beaucoup de croissance et qu'on ne fait pas assez d'efforts, on continue de mettre du CO2 dans l'atmosphère et donc de contribuer au réchauffement climatique. Donc là, l'enjeu, on continue de regarder les deux indicateurs, on regarde par tonne de produits, mais on regarde aussi en absolu, et nos objectifs dans Science Based Target sont en absolu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Et c'est ça notre objectif premier. Le deuxième point qui est intéressant, parce que je parle des collaborateurs et comment est-ce qu'on les embarquait, et ça c'est un travail qui continue de se faire, c'est qu'on était plutôt dans une approche jusqu'à présent qui était je m'engage sur ce que je sais que je vais réussir à faire. Et notre enjeu, ça a été de se dire, en fait là, on va prendre un engagement, nous, il est à 2035. Il va falloir accepter un certain lâcher-prise, si je puis dire. Il va falloir accepter de se dire qu'on a des plans d'action, on a des investissements, mais on n'a pas tout jusqu'à 2035. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Il y a des choses qui vont se développer qu'on n'a pas encore entre nos mains. Et c'est notre responsabilité de se dire non pas voilà ce que je suis sûre de réaliser, mais aussi voilà ma responsabilité, c'est d'être ici à 2035. Et on ne peut pas faire autrement parce que c'est juste une question de pérennité et c'est notre responsabilité. Donc il y a eu un gros travail aussi parce qu'on est dans une entreprise avec pas mal d'ingénieurs, et j'ai rien contre, mais de se dire aussi, voilà, à un moment donné, il faut trouver ce juste équilibre entre le court, le moyen terme et aussi le long terme et être en capacité de prendre du recul et de se dire, même si je n'ai pas tous les leviers, voilà où je dois être pour être un acteur responsable. Alors du coup, on l'a fait savoir, parce que c'est important de le faire savoir, encore une fois, au plus haut niveau de l'entreprise. Donc là, vous voyez Antoine Fiévet à gauche, qui est le président du groupe Bell, et Cécile Belliot, qui a été récemment nommée directrice générale du groupe Bell. On a fait une conférence de presse pour annoncer ça, pour expliquer comment on faisait. Vous voyez ici à droite notre Chief Impact Officer aussi. Ça nous engage de faire ça. Et c'est important pour nous aussi de le faire savoir. On en a profité aussi à ce moment-là pour dire et pour expliquer tout le travail qu'on est en train de faire avec l'ambition d'atteindre un équilibre dans notre portefeuille à moyen terme entre la protéine animale, si je puis dire, et la protéine végétale. Ça, c'est quand même aussi une sorte de révolution pour un acteur comme nous. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on faisait que de l'animal, si je puis dire, parce qu'on faisait du lait et on faisait des fromages. Et là, on affirme aussi qu'un des leviers clés qu'on a entre nos mains pour atteindre nos objectifs de réduction climatique, c'est aussi d'aller chercher l'équilibre entre le lait et le non laitier. Et alors tout ça, c'est très bien. C'est très bien, on commence à évaluer la RSE, on le dit haut et fort, on a une target qui est là, mais les équipes, concrètement, les 11 500 collaborateurs, ils nous disent, mais moi, si je ne suis pas au comité d'investissement, si je ne travaille pas précisément sur telle innovation ou telle rénovation, j'en fais quoi de ce truc-là? Je ne comprends toujours pas, c'est combien, là tu me dis qu'on doit réduire au niveau du groupe, à horizon 2035, de 26%, mais qu'est-ce que je fais au jour le jour, moi? Qu'est-ce que je fais, en fait? Ils ne savent pas. Et donc du coup, alors je n'avais pas prévu d'en parler, mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, déjà premièrement, tout le monde a un objectif de réduction carbone individuel, tout le monde dans le groupe, voilà. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un outil. Pourquoi est-ce qu'il a fallu développer un outil? On y a passé 9 mois, on a travaillé avec l'IT, avec les équipes environnement, on s'est fait aider par un cabinet de conseil,
Parce que nous, on mesurait, comme beaucoup d'entre vous bien sûr, et on va continuer de le faire, notre bilan carbone, scope 1, 2 et 3, une fois par an. Scope 1, 2, on le fait assez vite, ça marche bien. Scope 3, c'est quand même beaucoup plus long. Il faut consolider de la donnée, il faut la récupérer, il faut la vérifier, elle doit être auditée. En gros, en vrai, on le mesure, il nous faut encore 3 mois, une fois qu'elle est auditée. Donc, on mesure a posteriori. Donc, l'année est passée, 2021, l'année passée, et on reporte dans notre reporting annuel notre bilan carbone. S'il est bon, on est hyper content, on célèbre, et s'il n'est pas bon, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. On subit, on regarde a posteriori. On continue de le faire parce que c'est important et on le fait avec énormément de précision, etc. Et c'est audité, très bien. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est pouvoir animer la performance. C'était pouvoir se dire, quand toi, au marketing, tu choisis tel composant pour ton packaging, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est pas une bonne idée? Comment est-ce que, au mois le mois, on pourrait regarder ça? Donc c'est ça qu'on a développé, un outil qui nous permet, avec 95% comment on pourrait dire, il est bon à 95%, je ne sais pas comment dire, pardon. Il y a quelques estimations pour certaines choses, mais c'est pas grave, on l'assume complètement. On préfère qu'il soit à 95% et qu'il existe plutôt qu'il soit à 100% et qu'on ne le voit jamais. Donc on a développé cet outil-là qui permet donc au mois le mois de mesurer notre empreinte carbone, que ce soit au niveau d'un produit, au niveau d'une marque, au niveau d'une usine, au niveau d'un pays, bien sûr au niveau du groupe. Et on a fait un truc, alors là, je voulais pas trop vous embêter non plus, mais on a fait quelque chose qui est assez ludique en fait, c'est assez simple. On peut faire des filtres, on regarde sa marque, on peut regarder par pays, on peut regarder par source d'émissions. Où est-ce que j'y mets le plus, etc. Ça, c'était hyper important pour générer de la discussion. Donc là, on continue de former les collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser cet outil-là et on s'en sert quand il y a des projets de rénovation ou d'innovation et qui se posent des questions sur est-ce que je dois utiliser tel matériau de packaging ou est-ce que je dois produire à tel endroit, ou etc., etc. Donc ça couvre bien l'ensemble de la chaîne de valeur, cet outil-là, et donc il est bon à 95%. Ça a été hyper important parce que là aussi, c'est une façon de toucher la donnée, de raconter une histoire derrière la donnée. L'autre point qui était important, on a une gouvernance qui est adaptée. En tout cas, on est en train de la mettre en place. On a une target qui est claire, on commence à mettre en place des outils un petit peu partout. Mais il peut arriver néanmoins que ça continue de rester un sujet soit très complexe, soit très décourageant. Les enjeux de la crise climatique, quand on commence à s'en rendre compte, on ne dort plus la nuit quand même. Donc voilà. Et donc nous, on s'est dit, il faut qu'on donne aussi les moyens aux collaborateurs de mieux comprendre quelle est leur place et quelle est leur contribution dans ces enjeux-là. Mais de manière positive, il ne faut pas leur faire trop peur. Donc on a développé différentes choses qui sont assez classiques. On a fait des quiz, des did you know, des trucs un peu simples pour qu'ils aient envie, qu'on les appâte. On a fait des formations sur à la fois la RSE, le climat et les autres enjeux clés. Et puis on a mis en place un peu plus récemment un programme d'engagement collaborateur qu'on a appelé Actors for Good, qui s'appuie sur 3 piliers. 1, je sais. 2, j'agis. Et 3, je deviens activiste, dans le sens positif de l'activisme, bien sûr. Et je vous ai mis un exemple ici, c'est la fresque du climat. Donc là, on a commencé à la déployer dans le groupe avec l'objectif qu'elle soit donnée, cette fresque, à l'ensemble des collaborateurs du groupe. Donc je pense que vous connaissez tous la fresque du climat. D'ailleurs, il me semble qu'il y avait le fondateur qui était là. Et donc la fresque du climat, là, on a un peu plus de 700, 800 même, parce que je crois que cette semaine, on a fait un truc super, c'est qu'on est allé dans notre business unit en Belgique et on a formé tous les collaborateurs de la Belgique d'un seul coup. Il y avait plein d'animateurs qui étaient là. Et comment est-ce qu'on fait? C'est qu'au début, évidemment, on s'appuyait sur des formateurs de la fresque du climat. Mais dès le début, on s'est dit qu'on allait donner l'opportunité aux collaborateurs du groupe Bell de se former et devenir eux-mêmes des formateurs de la fresque du climat. Et on a actuellement un peu plus de 75, pratiquement 100, je pense, formateurs internes qui eux-mêmes vont aller former les autres. Et ça, en fait, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que la fresque du climat, vous devez connaître. C'est quand même un atelier qui secoue, quand même. Nous, ce qu'on s'est dit, on fait la fresque du climat. Donc ils comprennent les enjeux, les causes et les conséquences. On y ajoute que fait Bell et on y ajoute et vous, qu'est-ce que vous faites à votre niveau en tant que collaborateur? Et ils commencent comme ça à écrire des plans d'action par équipe ou par fonction. Et ce qui est super important et ce qui est super fort, c'est ce qu'on veut faire, c'est que ce soit les collaborateurs de Bell qui aillent former les autres collaborateurs. Si on fait ça,
on a des gens tout d'un coup déjà, ça répond à leur demande de je veux contribuer plus à l'approche RSE. Ils nous l'ont dit dans des sondages qu'on fait annuellement. Je suis fière d'être dans un groupe qui est engagé, mais j'ai envie de contribuer plus. C'est une opportunité de le faire. Ça donne du sens, ça donne de la fierté. Et le dernier point, parce que je crois que j'ai fini, c'est que on s'est rendu compte aussi, parce que du coup, vous voyez ici le directeur de la trésorerie et une personne de la finance. En fait, on s'est rendu compte qu'avec ce qu'on avait fait là, on commençait à avoir vraiment des gens qui ne sont pas de la direction RSE et qui parlent de RSE et qui font de la RSE. C'est génial. J'aurais gagné le jour où je serais complètement dissoute parce qu'on aura disséminé complètement la RSE partout dans le groupe. Et donc, on a voulu aussi leur rendre hommage, en tout cas, ou les valoriser. Et donc, du coup, on a fait aussi des petites mini-séries qu'on a diffusées sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., sur YouTube. Où, par exemple, on voit, j'aime bien cette phrase-là, c'est Sophie Merceron, qui est la finance marque, et qui dit, en rigolant à la fin du film, je suis devenue la meilleure amie de la RSE. Et en fait, on a voulu montrer comme ça que des départements qui, dans le fond, peut-être se parlaient pas beaucoup avant, maintenant sont au service de l'impact. On l'a fait pour la direction de la finance. Ici, ce sont les RH, donc vous voyez aussi un des animateurs clés de la fresque du climat. On l'a fait sur la supply chain. On l'a fait aussi sur le service commercial, qui lui aussi intègre de plus en plus ces enjeux-là. Et donc l'enjeu pour nous, c'était aussi de se dire que ce sujet-là, en conclusion, c'est aussi un moyen de garder les talents dans notre groupe. On voit que ça répond à une demande de sens, d'engagement et aussi d'attirer des nouveaux talents. Je voudrais juste finir par une note personnelle, c'est que de plus en plus, quand je fais passer des entretiens pour des gens qui voudraient rentrer chez Bell, j'ai autant l'impression de faire passer un entretien que d'en passer un. Tellement ils me posent des questions où ils veulent vérifier la réalité de l'engagement, la façon dont ça se vit au quotidien. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi de voir à quel point ces sujets-là accélèrent très fortement. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il va y avoir plein de gens qui vont y travailler aux côtés de la RSE et de toute l'entreprise du groupe Bell. Voilà, je suis dans les temps.